Pile à l'heure au rendez-vous pour ce troisième épisode de ces révolutions portuaires proposées par Norlink. Nous étions ensemble ce matin pour parler tout d'abord de service client, satisfaction client, avec les résultats très intéressants de ces baromètres qu'on vous a donnés, le retour d'expérience de ces chargeurs qui ont été très clairs sur leurs attentes par rapport à l'offre logistique. Et puis nous sommes retrouvés ensuite en deuxième partie de matinée pour une autre révolution très importante qui est celle du verdissement à la fois des zones portuaires et aussi de l'ensemble des moyens de transport, des projets innovants, intéressants. Mais il y a un sujet, c'est qu'il faut vraiment passer à l'acte. Et vous avez entendu la parole de la secrétaire générale de la Fédération européenne des ports qui dit c'est le moment d'agir, c'est le moment d'investir, c'est le moment de nous transformer. Vous avez là une fenêtre qu'il ne faut pas rater. Troisième révolution, et pas des moindres cet après-midi. Alors là, on va porter les étendards très haut, c'est la révolution numérique. Le digital, l'intelligence artificielle arrive dans vos métiers, bien évidemment, et avec plusieurs points d'entrée qu'on va regarder. Vous allez découvrir deux projets concrets et intéressants qui seront présentés par Christophe Reynaud, bienvenue, responsable innovation à MGI, et Younes Lambaré. Vous êtes le CEO d'Evrysense et vous développez des solutions pour les acteurs de la filière, des solutions digitales. Et nous avons le plaisir également d'accueillir Laurent Després, directeur du pôle d'excellence régionale Eural Logistique. Par ailleurs, je crois que vous enseignez la logistique à l'université. Et aussi, oui. Donc on plantera le décor avec vous dans quelques instants, mais tout de suite, on va retrouver notre grand témoin du jour, Lamia Kerdouj. Vous êtes toujours avec nous. Ah, mais vous avez changé de décor. Oui. Eh ben, on m'a dit qu'il fallait éviter la lumière derrière, donc j'ai bougé. Très bien, parce que la belle armoire de ce matin était sympa aussi. Bon, en tout cas, encore un grand merci d'avoir passé cette journée avec nous, parce que je sais que l'actualité européenne est très chaude. Ce matin, une réunion importante était organisée à Bruxelles, mais vous avez pris le temps de l'échanger avec nous. Sur le digital, le numérique, quelles sont vos recommandations ? Alors, comme je le disais ce matin en introduction, nous sommes dans la 4e révolution industrielle qui suppose une importance considérable non seulement pour ce qui relève de la digitalisation, j'arrive pas à le dire en français, enfin bref, digitalisation, utilisation du numérique de manière beaucoup plus importante, et c'est vrai que le secteur maritime est en retard. Quand je parle de secteur maritime, j'inclus le portuaire, donc c'est le secteur maritime et portuaire, sont en retard par rapport à d'autres secteurs. Mais il est clair que depuis maintenant, on va dire 7-8 ans, il s'est amorcé une transformation très importante au niveau du secteur, et l'ensemble des acteurs sont en train effectivement de s'équiper. C'est non seulement les systèmes d'information, mais c'est surtout la connectivité ou les interconnexions entre les différents segments qui devient un enjeu majeur, puisque les plus performants, ou en tout cas l'offre la plus performante, va dorénavant dépendre de la fiabilité, et donc l'échange de ce qu'on appelle le big data, donc l'échange d'informations en temps réel, le plus possible, devient un enjeu de compétitivité absolument énorme. Alors la compétitivité aujourd'hui, si je prends mes membres en particulier, donc les opérateurs privés dans les ports, pour eux tous, c'est quelque chose où les investissements ces dernières années ont été absolument considérables. Et la plupart d'entre eux aujourd'hui sont capables de communiquer avec bien sûr le bord, c'est-à-dire avec les navires. Ils ont mis en place même dans certains ports ce qu'on appelle les centres, Vessel Coordination Centers, c'est-à-dire c'est des centres de coordination pour les escales des navires, qui permettent donc d'avoir toutes les informations nécessaires pour décharger et recharger les marchandises dans des temps absolument extrêmement courts, de manière à la fois optimiser les espaces donc au niveau des terminaux, mais également de permettre le départ des navires le plus rapidement possible.
sachant que cette envie de digitalisation est bien sûr une quête de la performance et, comme je le disais, de compétitivité, mais elle a aussi un volet très important en matière de développement durable, puisque pour nous, moins le navire reste dans les ports et mieux c'est, compte tenu des émissions qu'il produit. Et de la même manière, tout mouvement non nécessaire sur les terminaux, donc que ce soit au niveau des docks en direction des navires ou dans l'arrière, plus vers l'Hinterland, tout ce qui est mouvement non nécessaire est aussi une économie en termes d'empreinte carbone. C'est-à-dire qu'on évite de faire des mouvements de chariots cavaliers, de véhicules de toutes sortes, de manière justement à optimiser. Donc la digitalisation est un enjeu considérable avec des répercussions qui sont absolument énormes. Et enfin, mais on aura sans doute l'occasion d'y revenir, l'utilisation de l'intelligence artificielle ne date pas d'hier, elle est beaucoup plus ancienne, contrairement à ce qu'on pense. Moi, j'ai visité, quand je faisais mes études, il y a de cela 20 ans, les terminaux Normandie, donc au Havre par exemple, mais on retrouve la même chose au port de Dunkerque, je suis certaine, et dans d'autres ports français et européens. C'est que on a depuis longtemps utilisé l'intelligence artificielle, mais les algorithmes pour commencer à l'époque, mais maintenant ça va beaucoup plus loin, pour une aide justement à la décision quant à ce qu'on appelle les storage plans, c'est-à-dire comment les navires, les conteneurs sont par exemple disposés de manière optimisée par rapport aux opérations de chargement et de déchargement. Donc en fait, on assiste à une accélération d'un mouvement par rapport à l'utilisation des outils informatiques, mais aussi d'aide à la décision par rapport à l'intelligence artificielle. Néanmoins, ce que je vous dis là ne doit pas occulter le fait que notre secteur a effectivement amorcé des changements, mais ces changements sont relativement récents, puisque je disais, ça fait 7-8 ans que ça s'accélère. D'autres secteurs sont allés beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, et il y a beaucoup plus longtemps. Voilà. Votre schéma m'interpelle, si on peut le remettre à l'écran, parce qu'on a là certainement l'une des raisons du « nous sommes en retard », hein, c'est ce que vous dites, puisque le système de la coopération digitale doit être ouvert, port, Hinterland, et avec un maillage d'acteurs extraordinaire, à commencer par le client, les autorités institutionnelles, le chargeur, etc. Et ça, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore au rendez-vous du décloisonnement, qui est le point d'étape indispensable pour un bon déploiement du digital. Alors, ce n'est pas que nous ne sommes pas au rendez-vous. Je pense qu'il y a beaucoup de résistance au changement en général, de toute façon. Ça, l'humain est ainsi. Et surtout, je crois que les opérateurs il y a des questions qui relèvent de la dimension technique des choses, c'est-à-dire que les systèmes ne sont pas tous compatibles. Si on prend juste ce qu'on appelle le B2G, c'est-à-dire Business to Government, c'est les échanges avec l'administration, par exemple des douanes, pour prendre juste exemple-là. Moi, j'ai travaillé il y a quelques années sur la mise en place du premier PIF, de poste d'inspection, qui est devenu ensuite numérique avec les douanes au Havre. C'était extrêmement complexe, effectivement, de pouvoir se loguer sur un système d'information d'une administration. Donc c'est peut-être un peu moins compliqué pour le business, parce que le monde du B2B est beaucoup plus agile, donc on peut travailler sur une connectivité entre systèmes. Néanmoins, il y a cet écueil technique qui est là, mais il y a aussi, et je dois le signaler, effectivement une résistance de la part des acteurs, parce qu'il y a quelques données qui sont effectivement sensibles et qui sont de nature commerciale. Et donc, les opérateurs sont un peu, on va dire, pas toujours enclins à ouvrir facilement ou à communiquer facilement. Je dis, alors, il y a quelques données, parce que nous travaillons beaucoup, FEPORT est très en pointe sur ces sujets-là au niveau de la Commission européenne. On fait partie d'ailleurs d'une plateforme qui a été établie par la Commission, et nous plaidons justement pour l'ouverture des systèmes et pour la coopération. Il n'en demeure pas moins qu'il faut qu'il y ait quelques garanties sur le fait que l'échange des données doit être
où il y a des règles de gouvernance quand même dans cet échange-là. Ouais. Parce que ce sont quand même des entités, c'est des entreprises, donc il faut qu'elles fassent attention à cet échange d'informations, comment il se fait, grâce à avec quel clapet, ouvert, fermé. Enfin, il y a quand même quelques risques qui sont là. Et il y a aussi un risque qui est réel, le plus potentiel, c'est la cybersécurité, c'est-à-dire qu'on a un risque cyber qui est d'autant plus important que la digitalisation est importante. Bien sûr. Donc, voilà. Ok, alors, merci. Je vais vérifier ce que vous venez de nous partager, très important, dans quelques instants avec Laurent Després. Mais juste avant, en 30 secondes, messieurs, vous nous faites le pitch de ce que vous allez nous présenter tout à l'heure. On commence avec vous, Christophe Reynaud, 30 secondes. Eh bien, écoutez, nous, le pitch et le teasing a été fait par l'intervenante précédente parce que nous, le projet blockchain auquel nous avons contribué, ça vise complètement à essayer de surmonter ces obstacles organisationnels qui font que, sortis du port sur les supply chains, en amont ou en aval des plateformes portuaires, des différents terminaux, qu'ils soient maritimes ou fluviaux ou intermodaux, eh ben, on a des points de passage comme ces terminaux-là qui sont ultra digitalisés. D'accord. Mais dès qu'on en sort, il y a une sorte de rupture de la chaîne d'information. Ouais. Et là, c'est préjudice. Et là, typiquement, on perd de l'information, de la capacité de réponse aux clients, comme vous l'avez mentionné ce matin. Et on est moins efficient quand on veut verdir nos processus. Et alors, il faudra avoir, oui, vous l'avez, la focale du client final. Dans une dizaine de minutes, vous nous racontez votre histoire. Et vous, le pitch en 30 secondes. Alors, Everysense est une entreprise qui est un éditeur software. De logiciels. De logiciels, en mode SaaS. Et nous, ce qu'on va venir, c'est de digitaliser les flux d'informations. Parce que si vous voulez, il y a le flux physique et il y a le flux d'informations. Et donc, à chaque fois que vous avez des entrepôts, des usines, ils vont s'échanger entre eux jusqu'au client final des informations. On va venir digitaliser l'ensemble des flux logistiques. On est déjà leader dans le domaine du ferroviaire, on se déploie dans le domaine du routier. Et bien sûr, le port est un sujet pour nous parce que c'est là où il y a le plus d'échanges qui se passent. Très bien. Voilà. Bon, eh bien, dans une vingtaine de minutes, le temps de faire un point, un cadrage avec Laurent Després. Je rebondis. D'abord, nous sommes en retard, vous le confirmez ? C'est vous qui avez la... C'est la secrétaire générale de la Fédération européenne des ports qui l'a dit. Ah, est-ce qu'on est en retard sur le moment ou est-ce qu'on est en retard par rapport au développement général ? Mais bien sûr, on est malheureusement, pas forcément en retard, mais on a inévitablement des choses à rattraper. Alors déjà, la logistique, la supply chain et le transport en Hauts-de-France, il faut se prendre conscience de l'importance de cette filière. C'est quand même 1 emploi sur 7 dans le domaine du privé, donc c'est une filière qui est considérable. Et puis, quelque part, on est déjà une région barycentrique, donc on est très très bien placé, bien évidemment, avec ces fameux X millions d'habitants à 300 km au milieu des 3 métropoles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Oui, c'est 30 millions d'habitants. C'est considérable, quoi. 80 millions d'habitants à 300 km. 80 millions. Ouais, tout à fait. Donc, c'est pour ça que nous sommes une région très prisée et très passante depuis très très longtemps. Et donc, l'idée, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui ça bouge un peu plus que précédemment et pourquoi on peut avoir quand même des raisons d'espérer. Est-ce que vous confirmez, je challengeais notre intervenante il y a quelques instants sur le fait que il y a plein de métiers dans la chaîne logistique et chacun son métier, on ne se connaît pas bien. Donc comment peut-on faire de la transaction de données, du traitement de données quand on ne sait pas qui sont nos interlocuteurs? Oui, une grande chaîne chaîne d'approvisionnement, le millefeuille on dit parfois entre l'autorité portuaire et voilà. Et puis plein de spécialités, des à-coups, énormément de données. Et puis il ne faut jamais oublier que quand on traite une problématique digitale dans une entreprise, on reste grosso modo dans la coquille de l'entreprise. Peu ou prou. Par contre, là, on est amené à travailler avec d'autres entités de l'entreprise, d'autres dépôts, d'autres plateformes, mais aussi avec une myriade de partenaires, des transporteurs et avec parfois des avaries, des problématiques de bouchons, de conditions atmosphériques, de retard, de non-conformité. Donc, en fait, ça complique bigrement le problème. Et par ailleurs, il y a plusieurs points d'entrée digitaux à la supply chain. Tout à fait. Complexifie le sujet. Quels sont-ils ? Si je devais déjà vous dire pourquoi
pourquoi en fait en ce moment ça se précipite? C'est parce qu'on a des briques en fait technologiques qui arrivent et qui viennent parfois d'univers différents. Hein. Bien sûr, tout le monde a entendu parler du cloud, tout le monde a entendu parler des solutions SaaS, software as a service, les caméras 3D, la reconnaissance vocale, tout ce qui est blockchain, les drones véhicules autonomes, les AGV, c'est-à-dire les petits robots dans l'entrepôt, les cobots, les hommes qui travaillent avec des robots, l'histoire du big data, ou demain le grand cap de l'intelligence artificielle avec la masse de données logistiques qu'on ne traite pas encore assez et qu'on pourrait exploiter de manière phénoménale. Mais derrière, il y a beaucoup de travail. Alors effectivement, il y a un fossé qui se creuse aujourd'hui entre les pros digitaux et les moins pros digitaux. Mais l'histoire est devant nous et on sait très bien qu'on va y passer. Et c'est pourquoi récemment on a pu observer tant au milieu, dans le domaine des transports purs, si je puis dire, encore faut-il en parler comme un maillon à part, ce qui n'est jamais le cas, autant dans le domaine de l'entrepôt, en tant que tel, voire dans les infrastructures portuaires, beaucoup de choses bougent, et souvent sous l'impulsion en fait, d'organisateurs internationaux ou de ports qui donnent le là. Les 8 premiers ports chinois et ensuite d'autres ports, même européens, qui sont pour certains devenus en partie chinois aussi, donnent aussi le là, et amène les prestataires qui interviennent en cascade, tant en front qu'à l'intérieur, à devoir en fait évoluer inévitablement. Donc, c'est une obligation vitale, cette transformation digitale. La question, c'est de savoir, si on fait rien, qu'est-ce qui se passe? Si on fait rien, on jouera en deuxième division. D'accord. C'est juste ça. Non, il est cash, mais il a raison. Il n'y a pas le choix. Alors, précisez-nous, pour encore mieux nous convaincre, le pourquoi et les conséquences. Il y a de l'économique, il y a de l'environnemental aussi. Bien sûr. Expliquez ça. Alors, déjà, les bénéfices pour un logisticien de la digitalisation. On s'est dit, il n'y a pas d'alternative, mais pourquoi c'est inéluctable? Parce que la logistique, c'est l'efficacité des process, la qualité de service. Donc si vous avez aujourd'hui un manque dans le domaine du digital, vous êtes à côté de la plaque inévitablement aujourd'hui ou demain. Le digital permet d'avoir moins d'erreurs. Il n'y a pas toujours des erreurs purement humaines, mais quand même. Vous avez un accès aussi non-stop permanent. Et ça, on en a besoin. Aujourd'hui, H24, vous avez des ports qui permettent en fait des manipulations H24 et complètement automatisées. Vous avez des possibilités de traitement des informations qui sont beaucoup plus importantes avec le digital. Vous libérez aussi du temps, vous gagnez de l'argent. Et enfin, c'est des infrastructures très capitalistiques, les infrastructures portuaires. Donc si vous avez en fait un meilleur coût opérationnel, vous pouvez mieux utiliser vos unités, et bien vous êtes plus performant et donc vous fonctionnez mieux. Alors si quelque part il fallait parler des différentes familles de la logistique et de ce que l'on observe à l'intérieur. Excusez-moi, j'allais vous demander, c'est certainement ce que vous allez dire, c'est quoi le scénario possible, probable des différents métiers de la chaîne logistique, selon... Alors, pour ce qui est, par exemple, ce qu'on appelle les plateformes numériques et les places de marché. C'est-à-dire que dans le transport, maintenant, avant, vous aviez des bourses de fret. Donc, quand on voulait faire un complément de transport, on ouvrait la bourse de fret en continu. À l'époque, d'ailleurs, même déjà à l'époque du Minitel, vous aviez en fait des offres qui s'affichaient et puis le transporteur de temps en temps partait dessus parce que c'était un complément intéressant. Aujourd'hui, ça a beaucoup bougé. En fait, vous avez maintenant, sous l'impulsion de ce qui se passe dans le monde du digital, dans le transport, c'est-à-dire la lettre de voiture électronique, la conduite assistée, des outils d'accompagnement du conducteur, vous avez maintenant ce qu'on appelle les places de marché numériques. Et donc là, c'est très intéressant, surtout pour l'industriel ou le chargeur, qui lui, en fait, avant, pilotait difficilement son transport, et là, des systèmes ont été configurés pour pouvoir l'aider. Je pense en particulier à Fretlink, à Shipeo, à Uply ou Everyroad. Et ça, leurs chiffres d'affaires sont en grande croissance, et ils tiennent un peu les manettes aujourd'hui. Ils tiennent aussi les manettes des données. Les places de marché. Et bien sûr, ce que vous avez vu dans d'autres domaines, en fait, tout ce que vous avez vu dans d'autres domaines, notamment l'e-commerce, ça déferle d'une manière différente, mais peu ou prou, on va dans le même sens. Je vais vous dire une chose, qu'est-ce qui nous empêche demain d'avoir des systèmes complètement portables sur votre téléphone portable? Qu'est-ce qui vous empêche demain d'utiliser la reconnaissance vocale
comme vous allez l'avoir déferlé, on parle dans 10 ans d'ordinateurs sans clavier, mais il est certain que ça va impacter tout ou tard la logistique. Il n'y a aucune raison, c'est un moyen. Hein. La fin, c'est que, quelque part, on ait une meilleure performance. Donc, dans le domaine du transport, vous avez ça, l'arrivée des plateformes numériques. Alors, bon, les transporteurs se disent, mais c'est les algorithmes qui vont tout régler. C'est les algorithmes demain qui vont faire le prix. Qui vont faire le tarif. Et c'est les algorithmes qui vont récupérer mes données. Mais bien sûr. Et si moi, je suis transporteur et j'ai plus les données, et c'est un tiers qui les a, et que je n'ai pas de valeur ajoutée si ce n'est le transport, qu'est-ce qui se passe? Donc vous en avez qui se disent, on va essayer de créer nos propres systèmes. Mais c'est difficile parce que, comme on dit, les outils disruptifs galopent, hein, et donc c'est très difficile de les rattraper. Et vous avez même des plateformes qui se sont spécialisées. Vous en avez une sur les œuvres d'art, par exemple. Vous en avez une aussi sur l'e-commerce, hein, c'est Oupla. Chez JPO, par exemple, fait tout. Ils installent tout, ils installent chez les transporteurs, ils contrôlent, ils donnent des rapports, ils donnent des conseils. Bientôt, ils vont faire du management aux côtés du transporteur. Donc le transporteur, il se dit, je suis un petit peu, non pas piégé, mais je dois en passer par là. Mais la question est toujours de savoir quelle est l'alternative. Alors ensuite, vous avez les entrepôts. Donc dans les entrepôts, ce sont devenus, c'est même plus des entrepôts, c'est ce qu'on appelle des usines logistiques. C'est énorme. C'est des flux dans tous les sens. 400 000 c'est même magique. Hein, pour ceux qui n'ont jamais ouvert les portes d'un entrepôt, je vous invite à en visiter avec des cellules qui font parfois plus de 3 terrains de foot et qui sont couplés. C'est magique, on dirait une symphonie de flux. Et donc à l'intérieur. C'est le royaume du code-barre. Non. C'était le royaume du code-barre. Ah, c'est déjà fini, ça? Aujourd'hui, vous avez d'autres systèmes qui remplacent bien sûr la RFID, le tag et d'autres solutions qui peuvent même générer des impulsions sur vos outils portables parce que dans la poche du logisticien, dans la poche de l'opérateur, le réseau il va jusque dans sa poche. Alors ça peut aussi parfois poser des questions de RSE, hein, c'est-à-dire on est capable de tracer son activité de manière extrêmement fine, de comparer, et donc quelque part ça peut provoquer du stress. Ça peut aussi amener des troubles musculo-squelettiques. Donc peut-être qu'à un moment donné, il peut être opportun parfois de ralentir les flux. Hein. C'est un des caps qui est envisagé dans le domaine de la logistique. Et les ports? Alors, pour ce qui est des ports, je dirais que là, on a finalement, on est à l'aube, et votre grand témoin l'a dit tout à l'heure, d'une révolution totale. Hein, on parle maintenant d'écosystème digital. C'est plus un port, c'est un écosystème digital. Bien sûr, on manipule des informations, on manipule des données, on a des choses qui se répartissent dans l'espace. On a besoin, en fait, ce sont des systèmes extrêmement complexes. Donc, il faut déployer des systèmes qui permettent de réduire l'opacité du millefeuille. On parlait tout à l'heure, c'est plus de 50 métiers dans la logistique. Plus de 50 métiers différents. Et puis la douane est très importante aussi, et on en parle avec acuité aujourd'hui. Donc vous avez déjà, dans certains terminaux, regardez les vidéos sur Internet, ce qu'on appelle des chariots cavaliers complètement automatisés. Vous avez des portiques complètement automatisés, encore une fois, l'impact sur l'emploi, il faut quand même y penser, hein, c'est pas neutre. Hein. Vous avez maintenant des grands ports comme Anvers, Rotterdam. Vous avez Hambourg ou Tanger qui maintenant ont des master plans digitaux. Rotterdam qui a passé un accord avec IBM pour connecter tous ces conteneurs avec des capteurs. Vous avez des quais intelligents. Vous avez aussi, moi j'aime beaucoup leur système, on parlait tout à l'heure de coordination générale, hein, de centre névralgique du port, l'espèce de war room qui régule l'ensemble des flux. Ça c'est une espèce de cockpit général. Et puis nos voisins, par exemple Zeebrugge, ils ont mis en place un outil qui est un planificateur intermodal, où là vous vous connectez et puis vous avez toutes les solutions en temps réel avec tous les modes. Il faut qu'on soit dans cette direction. Bon. Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas y aller? Non. On n'y va pas, on est mort. Je pense qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Mais, question, ceci nécessite de lourds investissements. Vous êtes dans un secteur où les fonds propres, c'est compliqué, surtout en ce moment. Comment on fait? Vous avez des sociétés extrêmement brillantes en Hauts-de-France. Prenez par exemple Exotech. Je peux aussi parler de mon ami Younes juste à côté. Les robots d'Exotech? Oui, mais Younes ou Vecchia ou d'autres sociétés en région de France, je pense à Chouch par exemple aussi, ou Transitic, on a quand même ce qu'on appelle une intralogistique, c'est-à-dire le mécano de l'entrepôt qui est très très costaud en région de France. On a la boîte à outils. Oui, et regardez en fait les investissements récents du côté d'Exotech. On investit aujourd'hui massivement dans les startups de la logistique.
On investit aujourd'hui massivement dans les entrepôts qui sont des objets, des actifs très intéressants économiquement parlant, mais dans les startups, les gens ont bien compris que hors de l'e-commerce, il y a aussi d'autres solutions et le domaine du transport est un domaine très capitalistique. Et vous pouvez ensuite développer sur toute la planète. Donc c'est intéressant. Et qui plus est, j'insisterai sur 2 points, c'est qu'on a parlé de l'empreinte carbone. Comment aujourd'hui vous voulez mesurer l'empreinte carbone d'une chaîne logistique sans avoir du digital derrière? Ça, c'est totalement impossible. Deuxièmement, comment vous pouvez maîtriser des systèmes... Le digital pouvant contraindre l'empreinte carbone. En tout cas, capter mieux, donner les éléments en temps réel. Il y a des ports qui sont en logique de IT, écologie industrielle, dont Dunkerque d'ailleurs. Tout le monde y va. Fos, tout le monde y va. Tout le monde y va parce que, à un moment donné, vos clients, vos prestataires demandent à un moment donné un retour. Et vous avez aussi tout ce qui est cybercriminalité, tout ce qui est en fait problématique de manipulation malveillante de données, voire parfois dans les ports et même dans les grands navires, des systèmes informatiques qui sont parfois obsolètes. Il y a des migrations en ce moment qui se font sur certains systèmes d'exploitation comme Android qui sont plus up-to-date. Et là, c'est des champs d'activité pour toutes nos entreprises et notamment, par exemple, pour Euratechnologie, Planimage ou d'autres pôles en région de France qui sont déjà très puissants. La French Tech, c'est aussi la French Tech de la logistique. Laurent Després n'est pas Big Brother, il est dans le réel. Merci pour ce tableau précis et convaincant. Avec des impacts évidents sur le modèle économique, sur l'empreinte environnementale. C'est clairement un critère de différenciation, mais, vous le dites, ainsi que la secrétaire générale de la Fédération européenne, il y a intérêt à y aller tout de suite, autrement ça ne le fait pas. Ce que je peux vous dire, c'est que notre structure, le pôle d'excellence régionale Euralogistique, va partir clairement... C'est quoi les cliquets pour je pense qu'à un moment donné, des opérations comme celles que mène aujourd'hui Norlink, d'explication, de mise en réseau, sont importantes. Mais l'avenir de la logistique, c'est ce qu'on appelle, c'est pas la coopétition, c'est la collaboration. D'accord. Et on sera... Alors, on a commencé par ça ce matin. Fabien Beclin nous disait, si on ne le fait pas ensemble... Mais à un moment donné, si vous voulez faire, je vais prendre un schéma complètement caricatural, si vous voulez faire du co-stockage, c'est-à-dire entreposer des marchandises parfois qui sont les mêmes, mais vous êtes 2 distributeurs différents, et pouvoir vous assurer de vraies règles du jeu, d'un respect, des bons contrats. Vous ne pouvez pas le faire autrement sans avoir un système d'information qui soit parfait. Et regardez aujourd'hui les succès d'Hyper ou d'autres sociétés qui maintenant font du co-quelque chose, du co-voiturage de marchandises ou autres, elles fonctionnent sur une base totalement digitale. Donc je pense que là, c'est pas du demain, c'est y aller tout de suite et y aller ensemble. Imaginez que je sois un marinier 3e génération, j'ai un bateau qui a 45 ans, qu'a piloté mon père et mon grand-père. C'est la crise en ce moment, je suis à quai depuis 3 mois, j'ai plus de trésor. Et pourtant, je dois aller là-dedans. Enfin, qu'est-ce que vous me dites ? 30 secondes. Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'évidemment, les pouvoirs publics sont là pour aider, accompagner, que ce soit Norlink Fluvial, par exemple, sur ce sujet, ou évidemment l'agence de l'innovation du Conseil régional, qui est quand même un outil qui est très à l'écoute des projets d'innovation. Oui, mais si vous n'innovez pas, si vous n'avez pas de stratégie de rupture, vous allez continuer votre activité. Mais demain, Seine Nord Europe, ce sera un canal digital, ce sera un canal physique, mais inévitablement digital. Donc à un moment donné, il faut faire le grand pas, même si on en convient, c'est pas évident, et ça se joue souvent à un niveau en fait d'entité collective. Ça va exister des barges autonomes ? Mais pourquoi ça n'existerait pas à partir du moment où vous avez du platooning pour des conditions de circulation difficiles dans des univers routiers? C'est-à-dire 3 camions qui se suivent, et vous avez une expérimentation comme ça aux États-Unis qui a été plus que convaincante, et même en Europe, avec des barges qui vont quand même moins vite, vous pouvez tout à fait reproduire ce genre de choses. En tout cas, on ne voit pas pourquoi il n'en adviendrait pas ça.
Il est passionnant. Alors, vous avez des questions. Je vous rappelle que vous pouvez nous les poser en permanence. Vous pouvez aussi liker des questions que vous pensez importantes et on les traitera en priorité. Il y en a une première là tout de suite. À quelle échéance des barges, des barges fluviales et des trains de fret autonomes? C'était ma question. Il suffit d'interroger les grands du domaine ferroviaire, comme les grands du domaine fluvial. Alors on ne va pas dire que tous réfléchissent à ça, mais en tout cas aujourd'hui, ça fait partie des choses comme en fait les nouvelles motorisations, l'utilisation de l'hydrogène. Il n'y a aucune raison qu'on ne se pose pas ce type de questions. Alors quand À l'inauguration du canal Seine-Nord-Europe? Ça pourrait être un beau cap. Cap. Si je peux me permettre, du fret ferroviaire, en tout cas, c'est un sujet que je connais. Il y a des initiatives de SNCF sur ce sujet. Il y a des premiers tests en environnement contrôlé, parce que vous commencez. Bien sûr. Mais il y a vraiment des projets qui ont été déjà lancés pour ça. Et je pense que dans une dizaine d'années, on aura des choses qui sont concrètes. C'est ça. Pas de Donc raison. c'est demain, quoi. Bien sûr. C'est demain. Infrastructures, la 5G aussi. Ouais. Oui, la 5G, oui, qui va aider, bien sûr. Il y a une autre question peut-être là, tout de suite? Non? C'est bon, si. Non, celle-là, on l'a déjà eue. Alors, blockchain, jumeaux numériques, 5G. Des projets sont déjà en cours sur ces thématiques, notamment dans les Hauts-de-France pour le jumeau numérique, en tant qu'éditeur de logiciels TGI Maritime, Software, et souvent sollicité sur ce type de problématique, signe que la digitalisation du monde portuaire est bien en marche. Tous les acteurs de la chaîne sont-ils vraiment prêts à faire le pas ? Alors là, il se trouve que TGI est un acteur significatif, mais vous avez aussi le Commissariat d'énergie atomique, le CEA, avec lequel, qui est basé notamment à Euratechnologies, avec lequel nous développons actuellement un projet de jumeaux numériques sur plusieurs infrastructures des Hauts-de-France, dont Dunkerque, dont le port de Lille et dont de grands opérateurs. Donc le jumeau numérique, c'est en fait une représentation 3D, virtuelle en tout cas, de la réalité, de manière à pouvoir améliorer votre système logistique sans avoir à faire quelques modifications. Vous faites de la simulation avec ça. Donc vous représentez exactement le process logistique qui est digitalisé. D'accord. OK. Encore une question peut-être, ou on les garde pour tout à l'heure, si. On voit qu'il y a des développements de solutions nouvelles partout. Devant un tel choix de solutions, quid de l'interopérabilité ou interconnexion pour les utilisateurs? Et c'est là que vous arrivez. Effectivement. Alors, parce que maintenant, on va voir, on répond tout de suite avec eux deux, on va voir maintenant des projets innovants, parce qu'il y a de la réponse. Voilà. Je m'attendais à un petit jingle, là, mais c'est pas grave. Alors, on commence avec vous, Christophe Reynaud. Donc, je rappelle, vous êtes responsable innovation au sein de la société MGI. Vous exploitez Cargo Community System. C'est le Graal, l'outil, le Graal de la profession, vous, notamment sur le port de Dunkerque. Vous travaillez aussi sur les ports intérieurs de Lille, de Dourges, pour cette région, sur l'axe aussi Rhône-Saône avec Medlink. Alors c'est l'équivalent de Norlink. Voilà, c'est le frère du Sud, le cousin du Sud de Norlink. Alors, expliquez-nous quel est votre projet, la blockchain qui arrive pour l'Interland, comment ça marche, qu'est-ce que ça apporte, quelles conditions de déploiement, où en est-on ? Donc, nous, en tant qu'opérateur de CCS, donc Cargo Community System, donc CI5 présent à Dunkerque et aussi à Marseille, Fos, là sur le cas qui nous a occupés, on est les acteurs de la digitalisation et tout est digitalisé déjà d'un point de vue de la gestion des flux physiques sur un port. Pour importer ou exporter un conteneur à l'espace du grand port maritime, d'un port maritime, toutes les opérations sont digitalisées. Par contre, quand on veut sortir du port ou quand on vient du port, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on parle d'interconnexion, quand on parle d'interopérabilité, et ben là, on perd des informations qui sont digitalisées, entre guillemets, sont rematérialisées pour être réutilisées dans le monde, dans l'arrière-pays ou dans l'avant-pays. Et donc, le projet qui nous a été, le projet MERS, donc Méditerranée Rhône-Saône, projet blockchain auquel il nous a été demandé de participer, c'est un démonstrateur. C'était il y a 2 ans, sur lettre de mission de Madame le ministre Elisabeth Borne à l'époque, c'était de
tester cette technologie de la blockchain dont on entendait parler, on en entend, c'était il y a 2-3 ans, c'était la technologie miracle dont on attendait monts et merveilles. Et on nous a demandé donc de tester les potentialités de cette nouvelle technologie pour répondre aux différents challenges qui ont déjà été abordés dans les différentes interventions précédentes. Donc, on peut dématérialiser les informations et les connexions façade maritime Interland. Oui, c'était vraiment l'objectif de ce projet. Comment, de manière simple, là aussi simplicité, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, OK, on veut digitaliser, mais tout le monde se dote d'une solution et toutes ces solutions doivent travailler les unes avec les autres. Et l'objectif de notre projet, ça a été, avec deux autres partenaires, c'est de travailler sur l'intégration de l'ensemble de ces acteurs de manière simple, de manière à faire en sorte que chacun des acteurs puisse fournir des informations, soit à partir de son système d'information, soit à partir de solutions mobiles que nous mettions à leur disposition pour digitaliser et injecter ces informations dans la chaîne. Alors, si Norlink vous a invité, c'est pour vous piquer l'idée et voir si c'est possible de déployer ici ce que vous avez mis en place sur l'axe Méditerranée-Rhône-Saône. D'ailleurs, je vous demanderai à quelles conditions on peut s'approprier intelligemment un projet comme celui-là. Alors, comment ça marche ? En premier lieu, c'est la mise en œuvre d'une infrastructure d'un partenaire blockchain. Donc nous, la société avec laquelle nous avons travaillé, c'est une start-up marseillaise qui s'appelle la société KIX, mais ça peut être d'autres acteurs, mais là, en l'occurrence, c'était cette société-là qui est quand même leader sur ce marché. Et donc, le but du jeu, c'était pour nous de donner des empreintes, de partager nos données sur cette infrastructure blockchain, c'est-à-dire mettre à disposition des informations sur un espace sécurisé et accessible à des acteurs d'une chaîne identifiée pour permettre ensemble de partager ces données, des données de toute nature, c'est-à-dire des données, des photos de conteneurs, des photos de plans de chargement, des photos de plomb ou des documents matérialisés, des photos de packing list ou des documents dématérialisés. Je veux pas noyer notre assistance avec des termes savants, mais des messages EDI, des documents qui sont déjà dématérialisés. Et nous faisons de toute cette masse d'informations que nous collectons, ce fameux millefeuille, nous en faisons une bonne recette et qui aura du goût et qui va permettre d'être digeste, c'est-à-dire donner une bonne expérience au client, et tout ça avec des bons ingrédients nature, de manière à faire quelque chose de vert, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce qu'il faut comprendre avec votre expérience, c'est que si on collecte bien les données, on gagne énormément de temps, on crée de la performance, on synchronise mieux les opérations. Et donc, ça crée de la valeur, quoi. Effectivement, ça a été ça la clé. Ça a été la clé. C'était effectivement ça. Ça a été la clé un des principaux enseignements de cette expérimentation. Oui, la technologie blockchain, on l'a validée, mais ce qui nous a vraiment, quand après on a fait un retour d'expérience sur ce projet, on s'est rendu compte, et notamment pour les chargeurs, vis-à-vis des chargeurs, vis-à-vis des transporteurs routiers, qui sont les gens, ou les opérateurs de terminaux, qui sont les gens qui sont proches du flux physique, qui sont des fois, eux, les victimes du manque d'information, parce qu'on a les papiers, on perd les papiers, ou on met 50 ans à fournir les papiers. Ce sont eux qui, on a vu, si les chargeurs veulent être bien servis, partagez avec nous les données, injectez vos données avec les acteurs du transport. Les transporteurs, n'hésitez pas à partager ces données. Et nous, le démonstrateur qu'on a fait avec les deux autres sociétés, Baiko et KIX, ça nous a permis de mettre en place des dispositifs à chacun des acteurs, l'opérateur de terminal, le chargeur, de manière à, dès le début d'une opération, qu'on ait la capacité sur tout le cycle de vie du conteneur. C'était on a fait l'expérimentation à l'exportation. Ça permettait de collecter des informations de manière facile et que tous les acteurs ne devaient pas attendre que l'information arrive par mail,
par papier, par des choses qu'on peut vivre chacun dans notre... L'information, dès que l'événement physique se produisait ou l'événement administratif était produit, l'information était disponible et je pouvais travailler de manière synchronisée. Et nous, ça a vraiment été ça. Ce terme, ça nous a permis de résynchroniser l'ensemble des facteurs et de faire perdre des mauvaises habitudes ou faire croire que tout ce qu'on nous disait, oh, c'est comme ça ne changera pas, si potentiellement ça peut changer. Ouais. Ça peut changer. Alors, donc vous avez lancé cette expérimentation 2018 jusqu'à la mi-2019. Oui. Quel bilan vous faites? Et là, vous mettez sur la table un mot-clé fondamental qui est celui de la confiance. Expliquez ça. Effectivement, pour nous, la confiance, et c'est là l'intérêt de la technologie blockchain, et la confiance et la manière dont nous l'avons implémentée aussi, dont elle a été implémentée dans le cadre de ce projet, c'est que toutes les informations qui sont mises à disposition, elles sont sécurisées. Donc on sait qui a mis l'information, qui a mis à disposition l'information et quand est-ce qu'elle a été mise en place et où aussi quand on a des dispositifs mobiles, on peut géolocaliser, on sait qui a fait quoi. Et effectivement, c'est protégé. En termes de confiance aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on donne la capacité, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure précédemment, c'est que vous pouvez ne pas donner votre donnée, toutes vos données. Vous ne pouvez partager que la donnée utile. Oui, vous êtes maître. Et voilà, vous gérez votre patrimoine donné, votre portefeuille donné, et vous mettez que ce que vous jugez nécessaire. C'est pas open bar. C'est le strict nécessaire pour que la synchronisation, l'enchaînement entre les différentes opérations puisse avoir lieu au grand bénéfice de l'ensemble des acteurs de la chaîne. Parce que s'il y a un acteur qui ne rentre pas dans le jeu, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, ça ne marchera pas. Et donc le but du jeu, c'est bien partir, et la confiance. Et la confiance, c'est la vertu, la capacité du système, la capacité de la solution qui permet aux gens d'adhérer à nos types de solutions. Vous pouvez expliquer, on le voit à l'écran, les avantages services de confiance versus simplification, visibilité, intégration. Bien sûr. Donc, donc là, ça a été l'expérimentation qu'on a fait. C'était le scénario qu'on nous a demandé de dématérialiser. C'était comment faciliter l'exportation de conteneurs à départ région lyonnaise. Donc, typiquement, la cible, c'était la grande chimie. Donc, tout ce qui est chimie, production chimique lyonnaise, par la voie d'eau. Donc, par du transport multimodal. Transit via Lyon Terminal, embarquement Lyon Terminal, débarquement sur Fos, faire en sorte qu'on ait des gains significatifs dans la gestion de ce type de transport pour générer du flux et des transports verts. Donc la simplification, donc là vous avez à votre écran, vous avez les différents éléments de ce qu'on a fait. C'est 11 étapes, 11 processus. Dans ces processus, il y a 8 papiers, il y a 8 documents qui sont matérialisés. Donc on passe par des documents qui sont matérialisés. Et entre les différents acteurs, il y a en gros 8 ou 9 acteurs qui sont mis en œuvre dans ce process. Il y a 20 mails. Et donc nous, c'est la situation actuelle. Et donc ce que nous avons voulu faire, premièrement, la mise en place de ce démonstrateur, ça nous a permis de montrer qu'on faisait de l'économie de process. Simplifier, ça veut dire moins de process. Donc déjà, si je veux fabriquer une voiture et que j'ai moins d'opérations, forcément je gagne du temps. Et bien là, pour faire notre exportation par la voie fluviale, c'est moins de temps. Ça, c'est la simplification. Visibilité, c'est du moment que vous avez un papier, un document matériel, il n'y a que celui qui l'a en main qui voit ce qui se passe. Alors que quand on dématérialise avec de la confiance, tous les acteurs qui sont habilités à avoir ces informations ont accès directement, sans téléphoner, sans envoyer de mail, ont les informations. Donc visibilité, là on avait une part une trentaine de % des événements, des données étaient visibles. Là on est monté à 100%. Confiance encore. Ensuite, intégration, on est capable de travailler de manière automatique, c'est-à-dire c'est les machines, c'est une fois qu'une information, elle existe dans un système, je vais l'injecter dans un autre, je ne fais pas de ressaisie, je gagne du temps. Ensuite, dématérialisation, c'est quand on passe du papier à des documents dématérialisés, là on est passé à un scénario 100% dématérialisé, et à la fin, le plus important pour moi en termes d'avantages, c'est cette fameuse synchronisation. On est en logistique, on est en supply chain, notre métier c'est de bien synchroniser
automatiser toutes les étapes et sans perdre de temps, sans dépenser trop de charges de gestion informationnelle. Voilà, et c'est là la synchronisation, c'est que l'information, elle est à disposition de la personne quand elle en a besoin, au moment où elle a été générée, au moment où elle a été produite. Et tout ça, on l'a mesuré. Ça permet de rendre le transport fluvial et les solutions de transport durable très compétitifs par rapport aux solutions, la solution concurrente qui est la route. Alors, oui, et parce que ce matin, on se disait, on a encore une longueur d'avance sur l'impact environnemental du transport maritime et fluvial, mais les routiers, ils vont vite, hein, donc... Bien sûr, ils seront toujours là. Et j'allais dire, même nous, c'est aussi un paradoxe, c'est que un des plus grands avantages qu'on a obtenu par la mise en œuvre de ce démonstrateur, c'est l'intégration du transporteur routier dans ces chaînes de transport durable. Parce que souvent, c'est lui le maillon faible, c'est lui qui a les documents matérialisés et qui des fois peut apparaître comme la personne qui fait rompre la chaîne d'information. Et donc là, on a été capable de démontrer que on resynchronisait et que cette dématérialisation complète permettait à chacun des acteurs de travailler en temps et en heure et globalement à toute la chaîne d'être gagnante. Bon, là c'est un démonstrateur, donc la suite. Alors la suite, on est en train d'un point de vue technique, on a appris certaines choses, on est en train de revoir ça doit être renforcé, mais tout ce qui est process, parce que ça nous a permis aussi de voir beaucoup de choses en termes d'optimisation des process. Ça, on est en train de concevoir une nouvelle évolution de plateforme, et notamment au travers de notre outil CI5, le Cargo Community System, avec les solutions de KIX et d'autres opérateurs. On est en train de revoir des processus optimisés supportés par ces services de confiance que permettent la blockchain, de manière à fournir cette valeur avec une plus grande visibilité, meilleure synchronisation et simplification. Si on digitalise bien, c'est moins d'opérations pour plus de valeur. Claire. Il y a des questions là sur cette expérience que vous nous avez vendue avec enthousiasme. Hein. Peut-on imaginer des connexions entre différentes blockchains, une maritime avec une terrestre par exemple, ou doit-elle être unique sur toute la chaîne de transport ? Non. Et pour moi, les blockchains, alors le terme dire une blockchain, pour moi ça n'a pas d'intérêt. C'est des briques. C'est des briques, voilà. Et donc les briques, c'est un Lego. Vous aurez compris, les briques, elles ont vocation à s'assembler. Il y a intérêt, autrement ça n'a pas de sens. Quoi. Complètement. Si on n'est pas ouvert, si on n'est pas cassé à dire, moi je reste fermé dans... Je vais reprendre les termes de la personne qui nous pose la question. Je suis dans ma blockchain et je ne veux pas partager avec les autres, c'est que je n'ai rien compris. Et ça veut dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, si je ne veux pas rentrer, si je ne veux pas échanger avec les autres partenaires des chaînes logistiques, je vais sortir du marché. Clair. Donc pour moi, il y a vraiment vocation à travailler en interopérabilité. Une autre question ? L'interopérabilité des systèmes d'information portuaires et de leur interland ne devrait-elle pas commencer en priorité par l'interopérabilité des CCS One S1, je comprends. S1, et vous comprenez, parce que moi je comprends pas. Je comprends très bien, en fait, il y a deux... Et CI5. Voilà, il y a deux grands CCS en France qui sont opérés par deux entreprises, MJ et Sogec. D'accord. Et est-ce que ça se parle, quoi ? Eh bien, tout à fait, ça se parle. Et M. Demangeon est un journaliste, il sait très bien, il va voir que dans la prochaine actualité très à venir, je fais un petit peu de teasing, il va y avoir des annonces concernant ça. Et effectivement, on est cohérent avec ce type de projet là aussi. Effectivement, les CCS S1 et CI5 se parlent, et surtout, nos clients communs utilisent les mêmes technologies pour utiliser nos différents services. D'accord. Donc, interopérabilité entre les solutions S1 de Sogec et CI5 de MGI, elle est assurée. Les vôtres, d'accord. Une autre question, merci. Où voyez-vous les plus grands obstacles à la digitalisation spécifiquement dans le monde portuaire ? Peut-être une question open pour vous trois, là. Allez-y, monsieur. Je vais faire une réponse plutôt un peu, informatique ou digitale. Ouais, on est dedans, là. Le port est un lieu d'échange.
Donc il y a beaucoup de flux qui arrivent et on sait que la première raison pour que les projets informatiques ou digitaux échouent, c'est l'intégration des données. Donc c'est la première raison. L'intégration est un challenge qui est un défi d'un point de vue technique et humain. Donc ça, c'est l'une des raisons. Je donnerai une et je vous laisserai compléter. Allez-y. Je pense que, basiquement, bien qu'on en parle depuis un certain... La question, c'est où voyez-vous les obstacles, hein? Ouais. Bien qu'on en parle depuis un certain nombre d'années, hein, ça a été à un moment donné la révélation autour des développements et des possibilités liées au digital et à l'Internet en particulier. Il faut que les acteurs maîtrisent à minima ce qu'est la blockchain et ce qu'elle permet, à savoir la sécurisation, historiser aussi les choses, pouvoir travailler en multi-acteurs. Et aujourd'hui, quoi qu'on en pense, c'est pas encore avéré. On en parle, on sait que ça existe. De là à pouvoir l'expliquer avec des mots clairs, il y a loin de la coupe à la lèvre. Et donc par rapport à ça, c'est déjà une problématique. Puis ensuite, et concernant des territoires comme nous, ça passe par un démonstrateur. Ça passe par des acteurs qui vont s'y impliquer. Ça passe à un moment donné par des résultats, un premier cas concret. Et puis à un moment donné aussi, peut-être par un rêve, une espèce de blockchain logistique comodale en Hauts-de-France, avec un plus produit. Parce que ça peut être intéressant aussi, quand on travaille sur ce type de démarche ou de cap, se dire, voilà, Marseille c'est bien, mais est-ce que la région Hauts-de-France ne pourrait pas avoir un plus produit qui lui conférerait un avantage compétitif, et pourquoi pas l'éco-responsabilité, pourquoi ça ne serait pas un de nos effets de levier. Donc il faut simplement à un moment donné y aller, parce que évidemment on va faire des erreurs. Ouais. Une question sur votre projet. Les opérateurs de terminaux étaient-ils associés? Leur TOS était-il interconnecté? La douane était-elle associée? Et quel système des transporteurs? Alors, ils étaient effectivement associés, alors de manière indirecte, via les services de MGI, via notre CCS, notre plateforme, parce que notre plateforme centralise déjà tous les messages qui sont générés par les TOS. TOS, ça veut dire Terminal Operating Systems, donc les systèmes de gestion des terminaux. Et tous les systèmes douaniers sont aussi interfacés avec nos systèmes. Et donc, sur notre expérimentation, dès qu'on recevait les feux verts d'exportation sur les conteneurs, c'était des messages qui étaient issus à l'origine de la douane et qui étaient générés par notre plateforme. Et qui après pouvaient être montés chez les autres opérateurs. Après, j'ai vu une question sur les transporteurs, qui pour moi, le transporteur routier qui était dans le courant de la question, il y avait les TOS et les transporteurs. Pour l'instant, dans notre expérimentation, ça a été une solution mobile qui a été à la mise à disposition des chauffeurs ou des gens sur les quais chez les chargeurs, qui ont permis de digitaliser les informations au plus près. Ok. Que pensez-vous du projet national plateforme Sésame? J'en pense que je ne suis pas spécialiste de la question, j'en ai entendu parler. On en pense du bien, vu que ce n'est pas moi qui m'occupe de ça chez MGI, mais je sais que nous sommes en veille et des interlocuteurs sur cette plateforme. D'accord. Ok. Il y a encore une question là. C'est bon. Bien. Alors, si, encore une. Ah, intéressante, tiens, on ne l'a pas encore eu celle-là depuis le début de la journée. Est-ce que tout est prêt pour le Brexit dans notre région avec la frontière intelligente? Non, tout est prêt, c'est une affirmation. Mais pour le long terme, peut-on imaginer des solutions avec de la blockchain pour aller plus loin? Qui répond? Se prononcer sur le Brexit, c'est toujours un peu compliqué. Après, Hello, Monsieur Johnson. Voilà, exactement. Mettre de la lisibilité, c'est un peu dur, mais pourquoi pas. Après, laissons faire les premières opérations après le Brexit, et puis après, on pourra se prononcer. Ouais. Vous mouillez pas là. Hein. Ouais, c'est un peu. Ouais. On ne va pas se mettre à la place de la douane qui a aujourd'hui son plan d'organisation, etc. Mais il serait quand même étonnant qu'ils n'aient pas à un moment donné réfléchi à la possibilité, aujourd'hui ou demain, d'utiliser ce type de technique pour tracer les choses. Bien sûr. C'est évident. Et oui. Ouais. Et je pense aussi, pour revenir sur pour partager notre expérimentation, c'est que le fait d'être capable d'aller chercher l'information le plus en amont possible et le plus loin possible pour éviter d'avoir des bouchons, de la congestion à certains moments, ce qui va être le gros risque
la mise en œuvre, enfin nous, ce qu'on a pu être capable de démontrer avec notre démonstrateur, et ça à une échelle, l'échelle du Brexit, vu les volumes qu'on attend, qu'on estime, je pense que c'est quelque chose qui ne pourra pas être évité. Ok. Bon, écoutez, on va avancer. Merci. On reprend les questions après. Younes Lambaré, donc, je rappelle que vous êtes dirigeant de cet éditeur de logiciels Evrysense et vous êtes bien positionné sur ce marché des flux de transport. On l'a dit tout à l'heure, la chaîne de logistique est complexe, hein, et il y a plusieurs points d'entrée à régler. Le traçage de ma marchandise, la planification de son transport. Quand je lisais ça et quand je regardais votre site, je disais, mais Deliveroo, ils font tous les jours avec les sushis, ce truc-là. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire, vous? Parfaitement. C'est pas si simple? C'est parfaitement une très, très bonne observation. En fait, donc Deliveroo le fait quand on est en B2C, on commande le soir en rentrant chez soi son paquet de sushis. Mais si vous êtes un grand groupe industriel, vous avez des usines un peu partout en Europe, vous avez des clients un peu partout en Europe ou en France, et vous avez des dizaines, voire des centaines de transporteurs. Et tout de suite, le problème devient plus complexe, et juste savoir où est ma marchandise à l'instant T devient un défi. Et donc, le premier, je dirais, problème auquel on est confronté dans la chaîne de logistique, c'est le phénomène de boîte noire. C'est où sont mes biens, où sont mes marchandises, etc. Il y a une forte pression des clients là-dessus. Alors, vous avez une forte pression des clients parce que on sait très bien que parce qu'aujourd'hui il y a l'iPhone avec une certaine ergonomie, les gens s'attendent à avoir dans des applications métiers une telle ergonomie. Donc, les gens ont aujourd'hui ces services dans leur vie privée, alors pourquoi pas ne pas les avoir dans la vie professionnelle, la première chose. La deuxième chose, c'est que le monde devient incertain, donc les donneurs d'ordre, les chargeurs veulent savoir aussi ce qui se passe, parce qu'eux-mêmes, ils doivent donner cette information à leurs propres clients, mais aussi, il y a aussi des raisons économiques. C'est-à-dire une marchandise qui est en transit, c'est un mouvement de stock, et c'est quand même un phénomène, c'est quand même de la trésorerie pour les entreprises, donc il y a aussi une raison économique. Donc la première chose, c'est avoir cette visibilité sur ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et le digital, donc une des missions, la première mission du digital, c'est de venir permettre, collecter cette information en supprimant les tâches qui sont répétitives. À chaque fois qu'un camion rentre dans un port ou un train rentre dans un port, il faut quelqu'un, aujourd'hui, va aller prendre l'information, tel wagon, telle remorque, etc. Est-ce qu'on ne peut pas, cette tâche qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, l'automatiser? Donc c'est la première raison d'être du digital. Récupérer les informations du terrain. En tout cas, c'est l'approche aussi d'Evrysense. Une fois que vous avez l'information au terrain, le digital peut venir, Laurent en a parlé, permettre de digitaliser les processus. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui font en sorte que ça fonctionne. Ces hommes travaillent selon des procédés et des processus. Donc le digital va venir les aider à automatiser ces processus. Et alors si vous savez ce que les personnes sont censées faire et leur processus et ce qui se passe sur le terrain, vous faites la différence et vous pilotez votre activité. D'accord. Et le pilotage, c'est juste la différence entre ces deux-là. Ouais. Et bien sûr, aujourd'hui, ce qu'on assiste au phénomène, pour parler, tout à l'heure vous avez parlé du retard, oui, on a un retard qui est considérable sur le retail, par exemple. Vous avez des technologies qui vont venir accélérer ce mouvement parce que l'acquisition de données va se faire avec l'IoT ou la 5G. Parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue interopérabilité, on a des technologies, etc., qui permettent de le faire plus. On a parlé de la blockchain, c'est un véhicule d'interopérabilité comme d'autres. Et pour le pilotage, vous avez l'intelligence artificielle qui vous permettra peut-être de détecter des bruits faibles et de vous aider à prendre des décisions parce que vous avez des données qui sont importantes. Donc c'est un peu la vision d'Evrysense, c'est ce qu'elle essaye de faire dans ce domaine. Alors, on va parler de vos solutions après, mais décrivez-nous le scénario du port digital. Ça ressemble à quoi? Le scénario du port digital. Aujourd'hui, en tout cas, on va dire les scénarios du port digital, je dirais juste qu'un port, c'est un lieu d'échange. On voit très bien, c'est un lieu, même les plus grands ports, ils ont quand même des capacités pour faire rentrer cette marchandise jusqu'à l'intérieur du pays. À partir du moment que le port est un lieu d'échange, pour moi, le port digital du futur, c'est un port qui permet cet échange entre les différents modes de transport. C'est-à-dire,
je ne fais pas un port parce que je fais du maritime. Il faut penser tout de suite que je vais faire du maritime, peut-être du routier, peut-être du ferroviaire, peut-être du fluvial. À la base, on commence à faire ça. Et quand on parle d'interopérabilité, ça peut aller jusqu'à l'infrastructure. Parce que parfois, vous pouvez ramener le digital. C'est pour moi, le digital est une des réponses, mais il n'est pas la réponse. C'est pas l'unique réponse. Si vous n'êtes pas capable de faire de l'interopérabilité d'un point de vue infrastructure, même si le digital vient avec toutes les technologies qu'il va venir proposer, j'en doute fort qu'il est capable de résoudre le problème. Donc pour moi, un port doit prendre en compte tous les modes de transport. Ça, c'est un. Et un port du futur, c'est un port qui commence quelque part. Si on est 4 autour de cette table et on veut collaborer, on n'a pas besoin d'arriver à un accord tous les 4 pour démarrer. On peut commencer tous les 2, avoir une preuve et aller convaincre Laurent, qui lui peut-être il va se joindre à nous, et ce sera plus facile d'aller convaincre tout le monde. Il faut aller d'une manière graduelle. Donc, pour step by step. Et convaincre, et que ça soit concret, et ne pas essayer juste de faire des projets qui vont prendre des années, parce qu'il faut juste convaincre tout le monde, et on n'a pas de quoi les convaincre. Est-ce que vos outils sont collaboratifs? Parce que j'ai compris de vos interventions à tous et de notre invité bruxelloise également que le retard est dû à un manque de collaboration entre les acteurs. Je pense que la logistique, en fait, c'est un métier dans lequel la collaboration est importante et c'est un métier qui est complexe parce qu'il faut collaborer. Donc c'est un métier dans lequel vous avez besoin de parler avec beaucoup de monde pour pouvoir faire en sorte que la marchandise arrive à destination. Donc c'est une complexité qui est inhérente à notre métier. Parce qu'il se trouve que j'ai fait une thèse de doctorat sur l'interopérabilité. Il n'y a pas de système unique dans d'autres secteurs, comme le télécom par exemple, où une entreprise ou un groupe a imposé à tout le monde. Ça existe peut-être dans le domaine de l'armée, mais ça c'est un autre domaine. Mais vous ne pouvez pas imposer un système unique. Donc il faut y aller avec une réponse adaptée à un problème et essayer de trouver d'autres avec lesquels on peut échanger. Donc oui, un des challenges, un des défis de la logistique et cette collaboration, et moi en tout cas ça c'est subjectif, je crois qu'il faut commencer avec des initiatives et essayer d'avoir des ponts. Thomas nous dit, le frein majeur n'est-il pas dans l'appropriation des solutions par l'ensemble des acteurs des chaînes logistiques plutôt que dans la techno en tant que telle? Merci, c'est une très bonne question. La techno est là. Quand le retail arrive, et donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sites internet, donc les systèmes informatiques existants, ils n'étaient même pas là. Quand l'informatique arrive dans la supply chain ou la logistique, il y a des grands systèmes, les grands acteurs, les grands industriels, ils ont des systèmes dont ils ont investi des décennies dans ces systèmes-là, ils ne vont pas les jeter. Donc il faut faire avec l'existant. Alors que dans le retail, c'est beaucoup plus simple de faire un site from scratch. Donc oui, je suis tout à fait d'accord, il faut prendre en compte que c'est un métier qui est complexe et qu'il y a déjà des solutions d'un point de vue métier qui existent, et il y a de l'existence, qu'on appelle de la legacy d'un point de vue système d'information, ce qui fait qu'il faut y aller graduellement et il ne faut pas juste essayer de venir détruire tout. D'accord. Et en plus de ça, vous travaillez en général avec des acteurs industriels qui ont des enjeux. On a parlé de la sécurité. Il y a eu des attaques sur les acteurs de la supply chain en France, le mois dernier, beaucoup d'attaques. Et donc, ça aussi, il y a des enjeux. On ne peut pas juste ouvrir les systèmes comme ça et dire pour être interopérable. Je me demande s'il n'y a pas un algorithme qui roule actuellement, parce qu'au moment où vous dites ça, tombe cette question. Ah, d'accord. Mais pile, CMA, CGM, enfin toutes les attaques, les cyberattaques qui ont eu lieu, est-ce qu'il y a un moyen pour se défendre ou pour se protéger? C'est dingue, la multiplication des outils digitaux n'est-elle pas autant de portes ouvertes pour les cyberattaquants? Ça, c'est un sujet. Alors, il faut être conscient, je réponds à ça après que... Donc ça, ça c'est un frein à l'interopérabilité. Donc le responsable, le DSI d'un grand groupe ne va pas juste ouvrir son informatique comme ça parce qu'il est conscient, ils sont attaqués. Ils savent qu'ils vont être attaqués tous les jours et ça ralentit un peu la partie interopérabilité. Donc il faut prendre en compte tous ces enjeux-là si on veut vraiment aller vers cette interopérabilité. Ouais. Et c'est pas juste on va aller à l'interopérabilité, il faut le faire le plus rapidement possible. Ouais. Laurent Després. Ce qui est certain, c'est quand on regarde le risque cyber, comme on dit, il faut le regarder de très près. Il y a une société qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, Suricat, qui est en région de France, dont c'est la spécialité, donc faire un crash test, regarder où sont les problèmes, puis ensuite envisager des solutions. Mais il faut affronter les choses comme elles sont aujourd'hui, quoi. Alors Younes Lambaré, votre solution? Donc nous, on a deux solutions. Une solution de visibilité pour aller récupérer les informations qui sont sur le terrain. Donc, et on a une approche qui est du bas vers le haut. Donc
La première chose, c'est d'avoir des données qui sont fiables sur le terrain, donc de n'importe quel capteur. On parle maintenant du camion connecté, wagon connecté, enfin, on commence vraiment avec les ports connectés, donc il y a beaucoup de données à les récupérer. Et notre approche sur cette couche-là, c'est des données de qualité, parce que n'importe quel algorithme, si vous lui donnez des données qui sont fausses, il n'y aura pas de résultat, même s'il est intelligent. Mais en tout cas, même les humains, c'est la même chose, il faut avoir des données qui sont fiables. La deuxième chose, on a une deuxième solution maintenant pour le ferroviaire, c'est un transport management system pour le ferroviaire. Et on va aller aussi dans le multimodal avec ça. C'est digitaliser les processus de ce domaine-là. Et enfin, la partie pilotage, c'est-à-dire comme on connaît ce qui se passe sur le terrain et les conditions des contrats, des pénalités, tout ça, on est capable de permettre donc aux industriels, aux freight forwarders ou aux transporteurs de bien piloter leurs activités. Alors c'est Ralph. Alors ça c'est notre approche. Alors on a parlé d'intelligence artificielle. J'ai bien aimé votre... On parle d'intelligence artificielle. Une des questions importantes, c'est si je veux faire... C'est le Deliveroo de la supply chain, ça, c'est ça. Ouais. Alors, on n'a pas la prétention d'être le Deliveroo parce que je dirais que dans le digital, il y a deux types. Autant de dizaines de millions qu'eux. Hein. Alors, je pense que c'est une question aussi de qu'est-ce qu'on veut quand on crée une entreprise, quel est l'impact qu'on va avoir dans le monde. Je pense que dans le digital, il y a deux types d'entreprises. On a parlé des plateformes de marché. Il y a des acteurs qui rentrent pour prendre la place des acteurs existants parce qu'ils vont vraiment faire des plateformes de marché. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour aider les acteurs qui sont déjà établis à digitaliser leur processus. Donc, on est un pur éditeur de logiciels. C'est quand même important de le préciser. Ce n'est pas à chaque fois qu'on digitalise une industrie, on vient pour prendre le métier des entreprises existantes. Ralph, c'est notre... En fait, on a appris Ralph est un assistant de transport digital. Donc lui, il joue le rôle d'assister le responsable des flux, le responsable des assets, des remorques, des wagons, etc. dans leur quotidien, en les aidant, en envoyant des alertes, etc., en montrant quels sont les aléas qu'ils viennent d'avoir. Donc vraiment, c'est un nouveau rôle. Et pourquoi on a dit que c'est assistant? C'est important avec l'intelligence artificielle de dire qu'elle est là pour aider. Et il faut aussi lui dire parfois de ne pas intervenir si on veut. Donc c'est un assistant. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une sorte de... rendre un peu ça tangible. Donc nous, ça permet, avec Ralph, on a parlé de collaboration, il va venir par exemple favoriser la collaboration dans notre plateforme. D'accord. Donc, voilà. Question, la blockchain ne devrait-elle pas être utilisée sur 100% des flux sur un axe? Ne risque-t-on pas de créer des flux à deux vitesses et de dupliquer les processus chez les acteurs logistiques? Pour vous, ça? Oui, moi j'aimerais que la blockchain soit utilisée à 100% et surtout notre solution, mais plaisanterie mise à part, 100% c'est à condition que les acteurs y voient une valeur. Il faut qu'on crée de la valeur, il faut que les gens, quand on parle de digitalisation, il faut qu'il y ait une adhésion. Il faut que quand l'acteur, le transporteur, le chargeur, l'opérateur de terminal, que quand ces acteurs-là adoptent une solution, il faut que ce soit de bon gré, qu'il n'y ait pas de contraintes. Et si, dans le secteur de la logistique, et surtout nous, la logistique du transport international, les gens sont ultra pragmatiques, si la solution est bonne, s'il y a le bon modèle éco derrière et que la valeur produite leur permet un retour sur investissement et un avantage, ils iront. Donc là c'est le marché, c'est la qualité de l'offre qui va faire la différence. Et effectivement, si l'offre est de qualité, sa part, la part de marché sera prépondérante et elle sera, les acteurs, il y aura, pour moi, le côté deux vitesses. Il y a un moment, si c'est intéressant d'y avoir et qu'on veut travailler, qu'on veut être au standard du marché, on adopte les solutions qui marchent et qui fonctionnent et qui me permettent d'être dans le marché. Si c'est celle-là, au bon prix, les acteurs les adopteront. Alors Lamia Kerdouj, débriefing de ces échanges qui clarifient vraiment la prégnance de l'intégration du digital à tous les étages des filières. Deux questions. La première, on a plaidé la nécessaire confiance entre les gens. Et j'y ajoute, et c'est ma question, que finalement le digital va aussi un peu rebeloter l'ensemble des métiers. L'armateur sera plus le même qu'avant, l'agent maritime va évoluer également. Comment vous voyez
voyez les choses, sur l'impact du rôle de chacun de la chaîne? Alors en effet, c'est entièrement ça. C'est pour ça que je parlais dès le départ ce matin de révolution, puisque chaque métier va évoluer, va changer. Pour certains, va totalement être différent. On a vu, j'en ai parlé avec notamment par exemple les agents maritimes dont le métier est en train de complètement changer, les agents, ce qu'on appelait les déclarants douane, qui maintenant ont un métier qui est très différent. En tout cas, ça n'est plus du tout ce qu'on a connu il y a 10 ans ou 15 ans. Donc, le changement est effectivement important. Il est même révolutionnaire puisqu'on a sans doute une évolution ou un changement de rupture par rapport à ce qu'on a connu avant. Donc, c'est véritablement, c'est en ça que c'est une révolution. Maintenant, moi j'avais une question d'ailleurs que je pose aux intervenants et puis je continuerai mon propos. Tout ceci effectivement est extraordinaire, hein, ce qui est en train de se passer et vos 3 intervenants ont expliqué de manière assez fascinante qu'effectivement les choses se mettaient en place partout, y compris en France et dans les ports français, et puis pour l'ensemble de la chaîne logistique maritime. Il y a néanmoins, sur la question de la confiance, un vrai sujet, puisque on voit bien, si on prend juste le commissionnaire de transport, qu'il y a maintenant une concurrence accrue vis-à-vis des commissionnaires de la part des armateurs, qui se positionnent pour offrir des solutions de bout en bout, donc incluant effectivement un post-acheminement terrestre. Donc ma question c'est, est-ce que les craintes que peuvent avoir certains commissionnaires de transport qui voient les armateurs mettre en place des systèmes d'information, des blockchains, et qui effectivement par le biais des licences et impose quelque part ces systèmes-là à l'ensemble de la chaîne logistique à laquelle ils sous-traitent des différents segments ou différents transports, est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir émerger effectivement des monopoles ou en tout cas des acteurs qui vont avoir une main certaine sur le marché? Donc j'ai une question en réagissant à tout ce que j'ai entendu. Bonne question. Et puis peut-être que je continuerai mon propos après. Alors, qui répond? Allez-y, monsieur. Peut-être vous faire part d'une expérience qu'on a pu vivre dans le cadre d'un projet européen Horizon 2020, de recherche sur ce qu'on appelle la massification des flux. Il s'agissait là d'essayer d'imaginer quels pouvaient être des corridors ferroviaires à l'aller comme au retour, permettant de massifier les flux de plusieurs entreprises différentes et qui ne se connaissent pas et qui pourtant expédient au même endroit. Donc on a fait tout ce travail, ils nous ont communiqué de manière confidentielle leurs données, il a fallu en fait les regrouper et les emmener dans des démarches de mise en place de nouvelles chaînes. Mais pour rebondir sur votre question, il nous a apparu une chose essentielle, c'est la notion de neutral body. L'organisme tiers indépendant de confiance qui n'est pas forcément une société qui va récupérer les données, qui va se faire racheter après, que ça aille dans un autre pays ou aux États-Unis. Et c'est vrai que cette notion de tiers de confiance sur ce projet européen nous est apparue comme évidente. Il y a quelques sociétés qui se positionnent là-dessus, qui accordent de l'opacité aux données. Vous le disiez tout à l'heure, on peut réguler un certain nombre de choses, mais il y a aussi parfois cet organisme qui n'existe peut-être pas ou qui existe dans les structures existantes qui peut jouer ce rôle. D'accord. Neutral body. D'accord. Je reviens vers vous tout de suite, Lamia Kerdouch. Je mets une question du public. Quel est le coût des capteurs IoT aujourd'hui? Comment évolue-t-il? Peut-on imaginer que tous les véhicules et unités logistiques comme les conteneurs soient connectés un jour? Je peux répondre à cette question. Quels sont les coûts des capteurs aujourd'hui? Donc je dirais qu'il y a des grandes, dans la logistique, il y a les containers, les remorques, les grandes unités, et il y a les petits conteneurs aussi, ça peut être aussi des bacs plastiques, etc. Donc je dirais il y a 2 familles. Aujourd'hui, ça c'est des familles de contenants logistiques qui sont non connectés à une source d'énergie, parce que les camions sont déjà connectés depuis 20 ans, parce qu'on a une source d'énergie. Donc l'IoT, quand on parle en général, c'est des capteurs qui utilisent une batterie, donc c'est un peu pour préciser la définition. Les coûts aujourd'hui, je pense que
à des très grandes quantités, 50 000, 100 000, etc., d'une vingtaine d'euros. Peut-être dans les années à venir, on peut descendre. Il y a eu des promesses de 1 euro, mais la réalité, c'est que ce n'est pas encore là. C'est pas encore aujourd'hui. Hein. Voilà, donc on en parle et on veut tendre à ça, mais il y a aujourd'hui une réalité économique que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Maintenant, sur des conteneurs qui sont plus grands, c'est une centaine d'euros. Donc ça reste des capteurs qui ont une durée de vie entre 3 et 6 ans, d'une vingtaine d'euros à une centaine d'euros. D'accord. Lamia Kerdouj. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord et c'est un petit peu pour cela que j'évoquais tout à l'heure la question de la gouvernance, hein, qui est effectivement liée à ce neutral body ou effectivement un acteur qui pourrait garantir que l'ensemble des informations qui sont envoyées sont utilisées à des fins qui sont effectivement transparentes et utiles pour l'ensemble de la chaîne logistique, parce qu'il y a effectivement aujourd'hui un risque de voir apparaître des acteurs qui vont un peu confisquer dans leur intérêt premier l'ensemble des informations qui sont données encore une fois à titre gratuit, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si je prends juste le cas de mes membres des terminaux, on demande de leur part beaucoup d'informations, mais c'est vrai que c'est une information, l'information elle a un coût, puisque vos intervenants l'ont expliqué. Il faut aller collecter des informations sur les flux physiques, il faut les faire remonter, il faut les traiter, et on a après toute une opération interne d'ailleurs qui s'appelle le data mining, c'est-à-dire qu'on va exploiter ces données pour optimiser et mieux piloter. Donc tous ces processus et ces process ont un coût pour l'entreprise. Donc donner du data, c'est quelque chose qui a un coût en fait réel, hein, pour l'entreprise, et c'est la raison pour laquelle je pense que la question de la gouvernance est absolument importante, et nous avons demandé à la Direction générale de la concurrence, qui travaille sur le fameux Digital Act Service, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'agenda digital en Europe, effectivement d'établir des règles claires sur ce qu'on appelle l'échange des données en B2B, donc business to business, parce qu'il est essentiel que les règles soient claires. Au bout de cette opération d'utilisation de la digitalisation, il doit y avoir un intérêt certain pour tout le monde, y compris pour le consommateur final, mais aussi l'intérêt pour tout le monde, c'est d'avoir une plus grande transparence aussi sur ce que font les différents acteurs pour optimiser les choses. Et puis au final, on en vient au client principal qui est le chargeur. La possibilité pour lui de faire ce que vous disiez pour quand on fait une commande Amazon ou effectivement qu'on commande quelque chose à manger, c'est d'avoir cette traçabilité, de voir où sont effectivement où est la marchandise en temps réel. Et donc tout cet effort-là de tous les acteurs, il a un objectif qui est celui d'améliorer la transparence et réduire autant que possible les coûts et permettre à tout le monde néanmoins de gagner sa vie. Donc encore une fois, l'objectif, il ne faut pas le perdre de vue, parce que c'est vrai que souvent on pense que le data va finir par réduire les coûts de manière considérable pour tout le monde. Or, dans tout ce qu'on a vu, il y a des investissements importants qui sont faits par tout le monde. Donc les terminaux en font, les entreprises que vous avez sur le plateau investissent, ont fait de la recherche, ont mis en place des solutions. Donc dans tout ça, il faut absolument qu'on arrive à générer un intérêt à la fois économique et financier pour tout le monde, tout en améliorant la qualité de service et sa fiabilité. Et enfin, je voudrais ajouter un élément qui a été évoqué rapidement, c'est la dimension de l'impact sur l'emploi. Ouais. L'évolution, la digitalisation est un progrès, néanmoins, elle occasionne à juste titre une peur. C'est-à-dire qu'on a de la part, nous, de la population, par exemple des dockers, des employés de mes membres, on a des craintes, et d'ailleurs on discute beaucoup avec eux de l'automatisation, de la digitalisation. Ça fait partie et c'est dans l'agenda du dialogue social européen pour les ports. Et parce qu'il est vrai que le métier de docker va changer, il a déjà changé. Aujourd'hui, quand vous allez dans les grands ports européens, on voit très bien qu'il y a une automatisation qui est en marche dans certains terminaux qui
qui accueillent des gros navires, par exemple. Quand vous avez un navire qui fait 23 000 boîtes, vous ne pouvez plus de toute façon le gérer avec des moyens traditionnels et conventionnels. Donc il y a une automatisation qui est en cours, ce qui fait que les dockers aujourd'hui qui évoluent dans ces ports-là ont des activités qui sont assez différentes de ce que l'on a connu dans les années 80 ou les années 90. Aujourd'hui, un docker type dans un port qui accueille par exemple les grands navires et qui peut être partiellement automatisé, le matin il va faire 4 heures de portique, ensuite il va changer, il va y avoir un autre shift, il va aller faire de la gestion à partir d'un control room, comme vous le mentionniez, avec un joystick pour faire bouger les conteneurs effectivement qui sont sur un gros navire. Puis après, il va aller faire peut-être aussi plus de la logistique à l'arrière du terminal pour notamment faire les opérations intermodales, qu'elles soient combinées, c'est-à-dire que ça soit de la route ou du ferroviaire ou de la voie d'eau. Donc, il y a aussi dans la digitalisation une dimension sociale à prendre en considération. Et ce n'est pas juste l'utilisation d'une application. C'est pour ça que c'est en ça que nous devons collectivement y réfléchir. Oui, et puis une dimension aussi réglementaire, parce que le régulateur, il va devoir se bouger là, pour qu'on puisse impulser tout ce que vous nous racontez. Absolument. C'est le régulateur, il doit effectivement donner les conditions pour que le monde et les entreprises puissent évoluer avec des chances qui sont égales pour être en compétition de manière juste comme on dit, level playing field en Bruxelles, et les conditions de concurrence soient justes pour tout le monde. Donc là, c'est là que je parlais de gouvernance, par exemple pour le digital, et effectivement tout ce travail pour ouvrir les systèmes avec néanmoins des conditions de sécurité, de sûreté qui soient garanties pour tout le monde. Et en même temps, il faut qu'on ait cette discussion aussi de l'impact de ce progrès sur les emplois, et qu'on parle des emplois de demain, parce qu'aujourd'hui, je voyais les chiffres du Forum économique mondial, du World Economic Forum, il disait qu'il y a à peu près 60% des métiers de demain qu'on ne connaît pas, notamment dans le secteur de la logistique. C'est-à-dire qu'on est en devenir. Ouais. Donc ça veut bien dire aussi que dans toute la réflexion collective que nous allons avoir, il y a cette dimension aussi concernant le progrès ne peut pas être un progrès juste, un progrès technique. Il faut aussi qu'il s'accompagne d'un progrès social aussi. Non, ça ne marchera pas. Vous êtes tous d'accord, hein, monsieur ? Oui. Hein ? On est tous d'accord. J'insiste sur le fait qu'il y a quand même des ports chinois. Donc il y a aussi la logistique, elle est mondiale. La compétition, elle l'est aussi. Il faudrait aussi le cycle de la technologie. C'est un cycle qui est parfois court, très court. C'est ce qui crée parfois aussi des problèmes. Et donc il faudrait aussi qu'on arrive à suivre d'un point de vue réglementation. Ouais. En tant qu'entrepreneur, je me permets quand même on est dans un monde qui est ouvert. Pas le contraire. On en a parlé. Donc l'idée, c'est aussi de prendre ça en considération. Je pense aussi que pour la simple attractivité des métiers, pouvoir, on est cariste, demain on est pilote de flux, il peut aussi y avoir des parcours professionnels extrêmement intéressants, parce que la logistique, c'est aussi un vrai ascenseur social. Donc peut-être que parfois, par le digital, on peut améliorer le quotidien. Très bien. Il nous reste 8 minutes et beaucoup de questions. On y va ? Alors, le rôle du CCS sera-t-il demain d'assurer les échanges B2G, B2G, le business étant basé sur les blockchains multiples, alors que les administrations resteront sur des systèmes classiques? Ah ouais, là, il y a une question d'alignement là aussi. Alors, là, je pense que la question, elle est pour moi. Je dirais, moi, encore plus, c'est que on pourrait même imaginer que, et nous, c'est ce qu'on fait en interne, c'est qu'on pourrait très bien imaginer que nos types de solutions, et ça va dans la suite des échanges qu'on vient de dire, il se peut très bien que dans 2 ans, il y ait un Alibaba qui dit, moi, j'intègre tout. Toutes les échanges d'informations, vous les intégrez tout, un Google, vous pouvez suivre vos conteneurs, et je fais même les informations de dédouanement, je vous les présente, et auquel cas,
potentiellement, nos types de solutions pourraient ne plus être viables ou intéressantes pour le marché. Et donc nous, ça on l'intègre. Effectivement, c'est un vrai risque. C'est un vrai risque. Et pas seulement, c'est pas parce qu'actuellement on est ancré sur nos relations avec les administrations. C'est pas d'ailleurs notre cœur de métier. Nous, notre vrai cœur de métier, c'est la logistique, c'est de rendre des services aux opérateurs de terminaux, aux transporteurs, aux agents maritimes. Et dessus, on vient y affecter du B2J, donc des flux administratifs. Mais nous, vraiment, dans notre réflexion stratégique, on intègre vraiment qu'il peut y avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, à 5 ans, quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, qui n'existe pas, et qui puisse venir nous faire sortir du marché. Donc nous, on réagit comme si demain, il pouvait y avoir... Et donc, notre manière de réagir, c'est de créer de la valeur, de la blockchain, investir dans l'intelligence artificielle, améliorer nos process et montrer que même si nos types de solutions, elles existent depuis quelques années, on évolue, on essaie de toujours se maintenir aux exigences de nos clients actuels, et même les anticiper et mieux les aider. Sur l'évolution du démonstrateur de la blockchain, est-ce que vous allez intégrer la 5G en associant les objets connectés ? Alors nous, c'est effectivement, c'est la suite logique, et on est en train de travailler aussi, encore une fois, sur le mode de démonstrateur, de travailler avec des sociétés pas concurrente, mais une collègue à mon interlocuteur d'en face, c'est qu'effectivement... Vous allez peut-être bientôt travailler avec lui. Mais je pense qu'on va discuter à la sortie de la réunion. Effectivement, c'est l'étape d'après. C'est de fusionner l'ensemble de ces technologies. Et encore une fois, ce qu'on a fait, on est en train de travailler dessus, c'est qu'une fois qu'on ancre la fermeture d'un conteneur sur la blockchain et le démarrage du tracking des opérations de tracking automatique avec un tracker IoT dans les process. C'est complètement dans le scope et dans le cycle du temps. Très bien. Une autre question, la régie. Les jumeaux numériques peuvent-ils être des solutions pour fluidifier les passages dans les ports et les villes ? Qui répond ? Le jumeau numérique en tant que tel, non. Mais les solutions qu'il peut apporter et les simulations qu'il peut rendre possibles permet ensuite tout à fait ça. Bien sûr. C'est l'objet. Hein. Ouais. OK. Clairement. Question, la régie. L'automatisation sur les terminaux à conteneurs est mature. Pourquoi ne développe-t-elle pas plus rapidement dans les ports, notamment français ? Joker ? Oui. Ah. Qui répond ? Sont les décideurs qui ont la main. Hein. Là, sont les décideurs. Après, il faut demander directement aux acteurs pourquoi ils sont ce process-là. Alors moi, je trouve que ne s'accélère pas. Effectivement, on pourrait toujours aller très vite, mais nos opérateurs portuaires français, alors sans être cocardier, mais c'est vrai qu'on parle toujours d'Hambourg, tout ça, mais on se défend quand même. Il y a des technologies. On a TGI là qui pose la question, mais il y a d'autres acteurs, et dont TGI, qui fournissent des solutions qui sont tout à fait pertinentes, professionnelles, et qui sont même utilisées à l'étranger. Donc, TGI, ils sont prolixes dans les questions. Ça s'appelle TradeLens et c'est en route. Peut-être, est-ce que je peux peut-être répondre sur... allez-y. Sur bon, je représente pas l'UNIM qui représente les terminaux en France, mais néanmoins, je voudrais poser la question à l'envers, c'est-à-dire que on n'automatise pas parce que c'est à la mode. On automatise parce qu'il y a des volumes qui justifient que l'on investisse, encore une fois, des millions d'euros, parce que ça coûte beaucoup d'argent d'automatiser. Et d'ailleurs, on a vu des cas où l'automatisation ne fonctionne pas quand les volumes ne sont pas là. Donc, on automatise un terminal à 20, 30, 40, 90% ou 100%. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup des terminaux totalement automatisés en Europe. Hein. Il y a Maasvlakte 2 à Rotterdam, mais les autres, ce sont des terminaux qui sont automatisés partiellement. Il y a HHLA, effectivement, en Hambourg aussi. Mais encore une fois, la réflexion stratégique qui s'initie au niveau d'un terminal quand il décide d'automatiser, c'est est-ce que j'accueille des navires, ou en tout cas j'ai un volume de flux qui est suffisamment important
pour investir. C'est comme si vous disiez, voilà, j'achète une Ferrari, c'est pas pour faire le tour du pâté de maison. En gros, j'investis dans une Ferrari si je fais de la route et que je peux aller, on va dire, accélérer et effectivement faire des kilomètres. Donc, si les opérateurs en France n'ont pas investi peut-être dans des terminaux automatisés, c'est que peut-être que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, le volume des flux ne le justifie pas. Mais c'est à eux qu'il faut poser la question. Donc, c'est véritablement ça. L'automatisation n'est pas un must-have si les flux ne sont pas au rendez-vous. Voilà. OK. On va prendre une dernière question et ensuite, je vous donnerai le mot de la fin, Lamia Kerdouj. Enfin, le pré-mot de la fin, parce que Fabien Beclin, s'il m'entend, qu'il nous rejoigne là pour nous faire un petit coucou avant de nous quitter. Les deux grands systèmes MGI et Soged sont interopérables, mais sont-ils ouverts à tous de manière indifférenciée et à quel coût, pour quel niveau de service? En d'autres termes, est-ce qu'un chargeur est lié à un système? Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Le chargeur, il est lié, je dirais pas qu'il est lié à un système, je dirais qu'il est lié au fait de par où passent ces flux de marchandises. Donc, mais après, la manière dont il veut interagir et utiliser les solutions que sont les CCS, il peut avoir, si c'est notamment en termes d'écran, effectivement, là, il y aura deux systèmes différents. Mais quand c'est des chargeurs, et notamment des gros chargeurs, des chargeurs qui utilisent plusieurs plateformes, donc les ports de Dunkerque, les ports de Fos, les ports du Havre notamment, et ces gens-là, et c'est des choses qui existent déjà, n'utilisent qu'un seul système, c'est-à-dire un système EDI et interroge MGI au Soged et on s'occupe de router les systèmes. Et en fait, on n'a qu'une seule interface et on n'a qu'un seul interlocuteur. Et pour le même service. Et je dirais que tout cela va vraiment se décanter dans les jours qui viennent d'un point de vue... Parce que c'est des choses qui existent en fait. Il y a deux sociétés différentes, deux systèmes différents, mais bien souvent dans les actes et dans les utilisations des acteurs, notamment nous, les grands agents maritimes, les grands opérateurs de terminaux, les grands transitaires, ils ont un seul format de message et ils n'utilisent, grosso modo, on pourrait dire un seul système. Un dernier mot avec la révolutionnaire Lamia Kerdouj. Vous sentez l'âme d'une révolutionnaire, madame ? Révolutionnaire, non, c'est pas moi qui conduis la révolution, ce sont mes membres. Néanmoins, je pense que la révolution, c'est aussi une révolution culturelle, c'est-à-dire que c'est une révolution du changement. Il faut accepter le changement, mais il faut aussi parler, c'est vraiment un dialogue à 360 degrés, c'est-à-dire que je pense que la discussion technique est importante, la discussion réglementaire est importante, la discussion sur les effets sociaux est importante. Il faut vraiment avoir une discussion globale. Et à ce moment-là, le changement sera adopté de manière positive pour tout le monde. De tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, puisque c'est le mot de la fin, d'abord merci parce que c'était des échanges extrêmement intéressants depuis dans le courant de la journée. Je crois que les trois dimensions dont nous avons abordé, à la fois sur la nécessité d'avoir une desserte portuaire multimodale pour construire les écosystèmes de demain, mais aussi réussir ce verdissement du transport maritime et aussi de tout ce qui connecte les ports avec le reste de l'Hinterland. C'est un processus qui est en marche, mais il va falloir mettre les moyens. Et donc on espère que le régulateur, qu'il soit européen ou national, va effectivement se donner les moyens, nous donner aussi à tous collectivement les moyens de le faire. Et encore une fois, pour ce qui est de la dernière thématique de la journée, qui est la digitalisation, je crois qu'effectivement c'est un progrès, mais dans tout progrès, il faut bien regarder aussi les écueils qui peuvent exister, y compris la résistance aux choses que j'évoquais, et il faut arriver à parler, à travailler collectivement. Je terminerai juste par dire, on a parlé d'Alibaba et d'Amazon.
Je crois que la différence avec le passé, où vous aviez des opérateurs qui investissaient dans de gros actifs extrêmement lourds et qui pensaient que parce qu'ils investissaient effectivement dans ces actifs-là, ils resteraient leaders sur le marché, on voit bien que cette donne-là ne marche plus. On est dans une économie de plateforme, on est dans une économie d'échange et de la connaissance et d'échange d'informations. Et je suis tout à fait d'accord avec vos intervenants. Il faut être extrêmement agile, parce que la concurrence est globale, mais il faut être extrêmement agile de manière collective, c'est-à-dire qu'il faut avoir aussi l'intelligence de travailler parfois avec ses concurrents pour rester les premiers en frontline, comme on dit. Voilà. Donc, de ce que j'ai entendu aujourd'hui, je pense qu'on a de quoi être optimiste. Ouais, belle proposition. Merci, un immense merci, madame, pour votre regard, vos contributions, vos témoignages également. Et la révolution est en marche, Fabien Becquelin. Hein ? Oui, tout à fait. Ouais. Après, je crois qu'il n'y a rien à rajouter après des interventions d'experts telles qu'on a eues tout au long de la journée. En fait, en réalité, je voudrais juste les remercier tous nos intervenants, vous remercier nos participants aussi qui ont participé à l'animation aussi de leur manière. Oui, merci pour vos questions. Et puis on a vu des échanges passionnants. Enfin, moi, en tout cas, j'étais depuis la régie très intéressé. Beaucoup de solutions, beaucoup de projets qui se mettent en œuvre. C'est ce que je disais en introduction. C'est plus du futur. Hein. On voit que c'est maintenant, c'est aujourd'hui, et que si on n'y va pas, c'est cuit. Quoi. Il n'y aura plus de futur si on attend le futur justement. Et je suis ravi que l'événement ait pu se tenir dans cette configuration. Alors on a fait aujourd'hui du digital, on a fait de l'environnement, certains intervenants ne sont pas venus, ça évite des émissions. Mais moi je retiendrai particulièrement de mon point de vue, je dirais, d'association, 2 mots, la collaboration, les échanges. Indispensable. Finalement c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et moi j'y crois fermement, personnellement, et c'est vraiment la raison d'être de notre association finalement, c'est mettre ça en œuvre au quotidien. Eh bien, collaborez, échangez, construisez, développez. Merci de votre attention et puis on se retrouve très vite avec Norlink et l'ensemble des acteurs autour de la table. Vous en faites partie, vous êtes nombreux et vous êtes engagés. Merci à vous.